Moi, ce que je regrette le plus, ce que je pourrais te dire, c'est que j'ai largement, mais largement participé, je l'ai déjà dit dans une autre interview, à un système d'humiliation vers les autres femmes. Mmh. Moi, j'ai créé donc ce personnage très grandiloquent, c'était parfait. Ça m'allait pas mal aussi qu'on ne sache pas vraiment qui était la vraie Enora. Mais c'est une drogue, enfin, je veux dire, d'un coup, on a le sentiment d'exister. Et puis, alors, il y a quelque chose quand même avec le théâtre, c'est quand même le seul métier où quand t'as bien travaillé, on t'applaudit. La récompense, elle est tout de suite, où t'as l'impression rapidement, pour de faux, hein, mais d'être important, tout le monde te le fait croire. C'est-à-dire qu'on te maquille, on t'habille, on te biberonne un peu, il y a des caméras qui te scrutent, il y a du faux public qui t'applaudit, en tout cas quand tu as fait du divertissement comme j'en ai fait. Tu dis n'importe quoi, il y a toujours quelqu'un pour te dire que t'as raison. Enfin, c'est quand même, Ouais. tout est vraiment, c'est faux, quoi. C'est du carton-pâte, et puis tu finis par y croire. Il y a une partie de moi qui est quand même un peu frondeuse, c'est sûr, un peu effrontée, qui dit souvent tout haut ce que d'autres peuvent penser un peu plus bas. Après, moi, on m'a un peu forcé la main quand même, hein. Physiquement, ça déforme un peu. Tu peux faire un peu de dysmorphophobie parce que tu te vois pas quand même tel que t'es dans la réalité, parce que t'es tout le temps très attifé, très maquillé. Moi, j'étais quand même payée pour tirer à boulet rouge à peu près sur tout ce qui bougeait. Donc oui, j'ai pu blesser certaines personnes. Bonjour et bienvenue dans En Bonne Voie, le podcast dédié au pouvoir des mots. Je m'appelle Rokhaya Diallo et j'ai créé Word, la première école de prise de parole en public. À ce micro, je reçois des personnalités qui ont fait de leur verbe ou de leur voix des outils d'affirmation. Aujourd'hui, mon invité est Enora Malagré. Salut Enora, trop contente de te recevoir. Moi aussi. C'est une voix authentique, c'est comme ça que je te définirais. Oh, merci. Oui, je crois. Alors Enora, t'es comédienne, animatrice de télévision et tu as réalisé en 2026 le documentaire Pourquoi t'as pas d'enfant avec Chloé Garel. Alors avec ça, on va évoquer la question de ce que c'est d'être une personnalité publique, de s'affirmer et de développer sa propre identité. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit mot pour vous dire qu'avec mon école Word, j'ai créé une mini-formation disponible par email. Si vous souhaitez commencer à travailler votre parole dès maintenant, inscrivez-vous, le lien est en description. Alors, Enora, pour commencer, je vais te poser une question que je pose un peu à tout le monde. Ouais. Je voudrais savoir quand est-ce que tu as pris conscience de ta voix ? Eh bien, assez jeune, je crois, je dirais à l'adolescence. Moi, je viens d'une famille hyper militante, hyper politisée, et activiste. Donc, je singeais un peu mes parents dans la cour d'école quand j'étais ado. Je me souviens de mettre des... Tu te souviens de les kangols, là, tu sais, les casquettes à l'envers. mais oui. J'avais viré le kangourou pour mettre une étoile jaune comme Che Guevara. Bon, tu vois le genre. Incroyable. Ah Et ouais, la ref était... Ouais, un peu forte. Ouais. Et je lisais dans la cour d'école des textes de Trotsky. Bon, voilà, on a 15 ans, hein. On mélange un peu les les diatribes. Et mine de rien, entre deux choses un peu absurdes, j'ai eu l'impression qu'on m'écoutait un peu. Peut-être parce que je parle un peu plus fort que les autres aussi. Ouais, mais c'est intéressant que tu sois mais fière de oui, cette oui, manière-là. en tout cas, je singeais beaucoup tout ce qui était, tu sais, paroles, ouais, tribun, quoi. Enfin, tu vois, Ouais. vraiment, ouais. Donc, tu as toujours voulu être une voix publique ? Oui, je crois. Ok. Je crois, du plus loin Tu te que je voyais me en politique souvienne. quand tu étais plus jeune ? Non, je me voyais toujours comédienne. Je me déguisais, je récitais des tirades à ma famille, donc je m'imaginais comédienne, mais en tout cas, je m'imaginais dans la lumière. En tout cas, je la réclamais Ok. ardemment. Et à quoi tu l'attribues ce besoin de lumière ? Pour une enfance pas toujours très simple, pas être assez regardée ou mal, souvent un peu méprisée. Donc je crois qu'on a besoin de quelque chose de très intense, pensant que c'est ça qui va nous réparer. La vie m'a prouvé que pas forcément, que cette lumière-là, elle peut brûler un peu, mais elle a quand même aussi un peu guéri deux, trois manquements. Alors, comme tu dis, tu as voulu être comédienne. Qu'est-ce qui t'a mené à la télévision, finalement ? C'est quoi le Ah, c'est parcours ? un accident complet. Franchement, moi, j'ai commencé par les cours Simon, une formation assez classique de comédienne. Et puis, j'ai rencontré celle qui a quand même aussi vraiment changé ma vie, Fadia Dimerji, que tu connais, la cofondatrice de Radio Nova, lors d'une soirée. Et, ça marchait évidemment moyen au théâtre. Enfin, je débutais. Et puis, j'ai un problème de patience, donc ça peinait un peu à décoller. Et puis là, on m'offre en fait une nouvelle voie qu'est la radio, à Radio Nova. Donc j'apprends un métier assez rapidement. Et la radio t'amène à la télé. En tout cas, à mon époque, si pour un peu t'avais envie et que tu travaillais pas mal. Et du coup, j'ai ouvert les portes assez rapidement. Puis il y avait pas tellement de profils comme moi en télé, c'est-à-dire un peu gouailleuse, un peu franche, avec aussi un personnage haut en couleur, mais très maîtrisé.
fabriquée, bien sûr, finalement théâtrale. Et donc, ça a marché très vite, au final. Mais c'était un peu par accident, je voulais pas du tout faire de télé, moi, ça m'intéressait pas. Je méprisais un peu même la télé. Moi, je viens d'une famille, on regardait pas la télé, on écoutait la radio, on écoutait des disques et tout, mais la télé était assez bannie, en fait. Et comment t'as appréhendé justement l'approche de la télévision en ayant cette culture qui était pas du tout, qui n'incluait pas la télé? Bah, je crois que du coup, ça m'a permis de pas en faire quelque chose de trop important. Je dirais pas que je la méprisais, c'est pas vrai, parce qu'on peut. Et puis, avec le temps, malheureusement, il y a eu des moments aussi où je l'ai adorée, trop. Mais du coup, oui, c'était pas important. C'était comme un jeu, en fait. Et puis surtout un métier comme un autre, en fait. Et puis pas d'admiration pour ça. Tu te souviens de ta première prise de parole publique? Ah à la télévision, tu veux dire? Non, en À la télé général. ou en général? Bah, c'est probablement dans cette cour d'école dont je te parlais. Et après, je dirais, finalement, c'est le théâtre, en fait. C'est mon premier cours de théâtre, finalement, ma première prise de parole publique. Alors, c'était pas ma propre voix, c'était un texte, mais c'est une prise de parole. C'est une mise en danger certaine, en tout cas. Et comment tu l'as vécu? C'était quoi les sensations que tu avais eues à ce moment-là? Ah bah, c'est grisant, hein. Moi, Ouais. c'est pour ça que j'ai un bocal. Non, mais c'est une drogue. Enfin, je veux dire, d'un coup, on a la sensation d'exister. Et puis, alors, il y a quelque chose quand même avec le théâtre, c'est quand même le seul métier où, quand tu as bien travaillé, on t'applaudit. C'est pas le cas d'un comptable. Oui, c'est vrai. Tu vois, le comptable, il a fait son bilan, personne ne l'applaudit. Et pourtant, il mériterait. Ouais, c'est clair. Tu vois, parce que c'est comme te les sauve. soignants qu'on a enfin applaudis Ouais, d'ailleurs à un moment. ouais, Mais pendant je veux 6 mois, quoi. nous, c'est surréaliste. La récompense, elle est tout de suite. Et en plus, elle est, encore une fois, que je me répète, mais elle est grisante, elle booste l'ego. Alors après, il faut se méfier de tout ça. Ça te transforme du coup, le fait de recevoir des applaudissements ou des Bah, ça, félicitations aussi bruyantes? c'est agréable, en fait, Ouais. je crois, mais c'est presque animal, quoi. Tu vois, il y a quelque chose qui fait battre le cœur, quoi. Et t'as parlé de drogue. Ce qui est addictif, c'est le regard que portent les gens sur toi, le sentiment d'avoir un statut particulier. Je crois que c'est un peu tout. Je crois que c'est un métier, en tout cas, l'antenne, où tu as l'impression rapidement, pour de faux, hein, mais d'être important. Tout le monde te le fait croire. C'est-à-dire qu'on te maquille, on t'habille, on te biberonne un peu. Il y a des caméras qui te scrutent, il y a du faux public qui t'applaudit. En tout cas, quand tu as fait du divertissement comme j'en ai fait. Tu dis n'importe quoi, il y a toujours quelqu'un pour te dire que tu as raison. Enfin, c'est quand même, tout est vraiment, c'est faux, quoi. C'est du carton-pâte, et puis tu finis par y croire. Donc, je pense que tout le décorum et tout ce que tu penses faire, oui, en tout cas, vraiment, t'entraîne vers un chemin où tu as l'impression d'être important. Et ça t'a déformé? Ça a une incidence sur la manière dont tu te voyais ou ton rapport aux À un autres? moment, oui. À un moment, alors physiquement, ça déforme un peu. Tu peux faire un peu de dysmorphophobie parce que tu te vois pas comme tel que t'es dans la réalité, parce que t'es tout le temps très attifé, très maquillé et tout. Et surtout moi, à ma génération, parce qu'on était hyper objectisé, hyper sexualisé et tout. On va en parler. Après, oui, ça te sabote un peu la tête. Puis le secret, c'est d'avoir un entourage qui fait pas partie de ce monde. Et puis le bocal, comme je disais, dégonfle un Ouais, moment. on te le disait dans ton entourage, on Oui, t'a fait des oui, remarques? oh là là. Moi, j'ai une famille bretonne, je te raconte pas. Mais j'ai aucun ami dans le métier proche. Hein, je veux dire, moi, ils font des métiers tout à fait nobles. Moi, ça sert pas à grand chose, hein, ce que je fais. Je veux dire, je guéris pas le cancer et tout. Donc d'un coup, quand je commençais un peu à me prendre pour une autre, oui, j'étais rectifiée tout de suite. C'est cool. On t'a dit quoi? Enfin, Bah, que c'était j'avais pas. le boulard, quoi. Ouais, au moins c'est clair. Pour qui J'ai dit oui, c'est vrai, c'est pas faux. Non, mais moi, ça monte, mais ça redescend tout de suite. Mais ça, c'était au début, hein, Ouais. parce que après, ça fait 25 ans que je fais ça. Tu connais très bien ce métier. Rapidement, on évite les balles et on redescend et on fait juste son boulot. Alors dans ton métier justement, notamment d'animatrice télé, tu as longtemps eu la réputation d'être une grande gueule, vraiment une personne qui s'exprimait fortement. Est-ce que c'est conforme à la réalité et comment tu le vivais en fait? Tu étais à l'aise dans ce rôle? Il y a une partie de moi qui est quand même un peu frondeuse, c'est sûr, un peu effrontée, qui dit souvent tout haut ce que d'autres peuvent penser un peu plus bas. Après, moi, on m'a un peu forcé la main quand même, hein. C'était un peu contractuel. Je pense surtout à cette émission pour lesquelles les gens m'ont connue pendant longtemps, qui touche pas à mon poste. C'était mon rôle dans l'émission, la cousine insolente. Il y avait le tonton libidineux, le premier de la classe, etc. C'est d'ailleurs aussi le génie de cette émission d'avoir construit ça comme une sitcom. C'est pour ça que ça a autant marché, pour que chacune et chacun s'identifie à nos personnages. Mais pour autant, heureusement que je suis pas dans la vie comme j'étais à l'antenne, sinon je n'aurais pas d'amis. Mais
Mais en tout cas, j'ai quand même embrassé ce personnage avec beaucoup de joie pendant très très longtemps. Et puis après, c'est vrai que j'en avais fait le tour. J'avais fait le tour de moi-même. Je m'auto-saoulais. Et puis j'en avais assez aussi qu'on me dise un peu ce que je devais dire et comment je devais le dire. T'as déjà dit des choses contre ton gré? Ah oui. Ah oui, oui, plusieurs fois. Ouais. Bien des fois. Pas beaucoup au début, mais au fur et à mesure, comme c'est vrai que la production et Cyril sentaient une réticence, parce que je commençais à être un peu fatiguée du rôle. Je dirais que les 2 dernières années, oui, on me demandait de retaper, par exemple, sur tel ou tel animateur. J'étais là, mais je l'ai déjà fait. Et puis là, pour le coup, j'aime bien son émission. Non, tu le fais, parce qu'en plus, l'idée, c'est que nous, on allait au front pour en fait servir ce que lui pensait par moment. Mais et c'est comme ça, c'est le jeu, il y a pas de problème. Je lui en veux pas plus que ça. J'avais qu'à partir plus tôt. Puis je suis hyper content d'avoir fait cette émission qui m'a donné une notoriété super et tout. Mais c'est vrai que oui, j'ai souvent dit des choses vers la fin que je ne pensais pas. Et quelles sont les conséquences dans la vraie vie de ce rôle? Parce qu'en fait, tu parles d'animateurs, mais c'est des gens comme toi que tu peux croiser, qui peuvent. Est-ce que t'as ressenti des conséquences après tes déclarations? Alors de la part de certains collègues forcément, puisque moi j'étais quand même payée pour tirer à boulet rouge à peu près sur tout ce qui bougeait. Donc oui, j'ai pu blesser certaines personnes. Puis moi j'ai un problème aussi parfois de forme. Ça pour le coup personne n'a rien à voir avec ça, c'est moi-même. On apprend de ses erreurs aussi. Après, non, pour le public, pas du tout. Les gens font quand même assez la part des choses, je trouve. Je me suis jamais fait insulter dans la rue. Ouais. Non, les gens étaient plutôt drôles. Ils étaient là, ils me passaient leur téléphone. Ah tiens, c'est ma cousine. Ah, tu veux pas faire un coup de gueule, Edo? Ok, ça fait chier. Voilà. Enfin, c'était un peu lunaire, quoi. Mais non, on n'est pas. Tout cela n'est que des jérémiades de personnes privilégiées. Ouais. Et il y a des Tout va choses bien. que tu regrettes d'avoir dites ou Oui, bien sûr, plein. J'ai pas d'exemple là en tête, Ouais. mais moi, ce que je regrette le plus, ce que je pourrais te dire, c'est que j'ai largement participé, je l'ai déjà dit dans une autre interview, à un système d'humiliation vers les autres femmes. Vraiment, parce que il fallait faire un peu comme ça, parce que je viens de cette télé-là, parce qu'on le faisait aussi avec moi. J'essaie pas de me trouver des excuses, mais je le dis vraiment, ça je le regrette, ouais. De m'être moquée de certaines de mes collègues, d'avoir été injuste. Ah ouais, mais ça on apprend aussi avec le temps, grâce à t'en fais partie, des rencontres comme toi, mais c'est vrai, qui m'ont vachement déconstruite, des ouvrages que j'ai lus, cette plongée dans l'activisme militant auquel je suis depuis ado, mais je veux dire cette 3e vague de féminisme, etc. On apprend ses erreurs encore une fois, mais il y a des choses que j'ai fait que c'est comme ça. Et comment ça se répare? Est-ce que ça se répare? Alors parfois, il faut juste présenter ses excuses à certaines que j'ai blessées, que j'ai croisées, certaines que j'ai carrément rappelées pour leur présenter mes excuses. Pas toutes non plus, bon. Et puis surtout, essayer de comprendre en fait ce mécanisme dans lequel j'étais engluée, d'où ça vient, quelle était mon époque, quelles étaient... voilà, et puis comprendre aussi ce que moi j'ai vécu, la colère qui pouvait être la mienne, la réponse qui était la mienne, etc. C'est assez passionnant aussi. C'est bien d'avoir 40 ans. C'est clair que c'est une étape où on se comprend mieux. Bah ouais. Parler, c'est aussi parfois ne pas être entendu. Est-ce que tu acceptes de parler de ce moment où tu étais chroniqueuse dans l'émission Touche pas à mon poste que tu as évoqué, où tu annonçais un drame intime dans une forme d'indifférence générale? Tu veux bien en parler? Bien sûr, ouais, bien sûr. Ouais, ça a été terrible. Enfin, alors déjà, je ne voulais pas dire que j'étais malade de l'endométriose. C'est un prime en direct qui s'appelle le prime de la vérité. L'idée, c'était de mettre sur le barco, là, sur le grand écran derrière Hanouna, les questions du public. Qui étaient évidemment un peu préparées, c'est de la télé, tout est un peu traficoté. Et j'avais dit, alors moi, pas de problème, pas de choses sur la vie privée, s'il vous plaît, vraiment. Et puis en plus, c'était particulièrement malade à ce moment-là. Donc, évidemment, rien n'est respecté. Donc la première question, c'est, je me demande si c'est pas pourquoi t'as pas d'enfant ou pourquoi, enfin, j'ai un truc comme ça, tu vois. J'essaye quand même de mettre ça sous le tapis, je me souviens même plus de l'énoncé précis. Et là, je me dis, mais c'est pas vrai. Et là, je me souviens, par contre, d'avoir pris la main de Jean-Luc Lemoyne, qui est un grand ami, et qui m'ont dit, mais vas-y, dis-le, eux qui connaissaient ma maladie. Et c'est sorti, c'est pour ça que j'ai appelé mon bouquin comme ça, comme un cri du ventre, tu vois. Et je me dis, bon, j'ai avoir un peu de compassion. En plus, certains savaient, sans comprendre trop cette maladie dont on parlait peu à l'époque. Et là, effectivement... silence, bon. Donc j'ai ravalé un peu ma peine. Bon, c'est comme ça. En même temps, on continue. On est là pour faire le spectacle. Tu as parlé de ta maladie et de ses conséquences aussi sur ta vie. Un peu, ouais. Mais
vraiment, tout le monde s'en est foutu, Ouais, quoi. Je peux c'est pas te fou. dire mieux. Et en même temps, qu'est-ce que j'attendais? J'attendais quoi? Qu'on vienne pleurer? Bah non, après tout, chacun sa merde. Mmh. Je comprends aussi. Par contre, quand je suis sortie de l'émission et que j'ai vu effectivement les milliers de messages que j'ai reçus à l'époque, il y avait que Twitter, Mmh. X, je sais pas quoi. Mmh. Là, je me suis dit, bon, ok, bon, je vais pas m'arrêter là et je vais speak up sur ce. Speak up, pour qui je me prends? N'importe Tu quoi, vas moi. speak up? N'importe quoi, mais qui suis-je? Parler un peu plus haut de cette maladie qui touche évidemment une femme sur 10, probablement plus. Mmh. Mais c'est vrai que ce moment de solitude, bon, C'était dur. et en même temps, c'est dans plein de boulot, hein. La C'est vrai. compassion est très limitée, hein. Ouais, particulièrement quand il s'agit des femmes et de leurs mots, Bah oui, singuliers, si quoi. tu veux. Puis là, en plus, c'est intime, alors je comprends. Bon, mais bon, c'est comme ça. J'en veux à personne, hein. Mmh. À un moment, tu étais devenue un personnage. Mmh. Est-ce que tu as eu le sentiment d'être, enfermée dans une image qui n'était pas la tienne et qu'est-ce que ça fait d'avoir Mmh. d'avoir le sentiment que les gens te connaissent sans te Mmh. connaître et par le biais d'une caricature? Alors, à la fois, c'est très, ça protège beaucoup. Moi, j'ai créé donc ce personnage très grandiloquent, c'était parfait. Ça m'allait pas mal aussi qu'on ne sache pas vraiment qui était la vraie Enora. Je pense qu'il faut une barrière entre le travail et la vie privée, comme dans n'importe quel boulot. On n'est pas pareil avec son amoureux, au travail, avec sa belle famille, etc. Bon, bah, moi, je suis pas pareil au travail. Après, effectivement, comme c'est de l'antenne, que c'était un il y a eu des moments où ça a été un peu plus violent. Je sais pas, j'ai 1000 exemples, mais je sais pas, quand on se sert en fait de l'image qu'on, je sais pas comment dire, parce que je vais essayer, j'ai du mal à l'exprimer parfois, mais en fait, on a participé à la création de ce personnage, hein, mes patrons, et à un moment, on est en direct et on me le reproche, en gros, tu vois. Mmh. Là, je me dis, attends, ils sont quand même gonflés. Je me souviens, par exemple, d'une séquence que je ne peux même pas regarder, tellement elle me fait fondre en larmes. En plus, je suis jeune, je me dis, mais personne n'est venu aider cette pauvre petite animatrice. Il y a une question pareille dans cette émission, un prime, est-ce qu'Enora est une animatrice valable? Et c'est lui qui la pose, Hanouna. C'est mon producteur. Mmh. C'est lui qui m'a mise à l'antenne. Moi, j'ai jamais demandé à être numéro 1 d'une émission. Je sais que je suis pas une bonne numéro 1, je suis une très bonne numéro 2, moi. Mmh. C'est comme ça, faut savoir. Je me dis, mais c'est quand même ouf. C'est-à-dire il me crée quelque part, il me met à l'antenne, et publiquement, il me fustige. Il demande à mes camarades de me fustiger. Et tu me vois au milieu de cette arène, et je chiale. Ah ouais, tu pleures Je vraiment? pleure. Je vois les larmes couler. Et là, c'est pas. Et là, tu vois, en fait, là, tu vois la vraie Enora. Ouais. Et tu vois la jeune femme. Et je te jure, Rokhaya, mais je me suis dit, mais en regardant cette séquence, je te jure, tu te dis, mais c'est pas possible que personne n'ait secouru cette pauvre fille, quoi. Enfin, attention, encore une fois, je suis pas à plaindre et Non, tout, mais mais bien sûr, mais c'est quand l'image, même un elle moment, est c'est ultra ça. Surtout violente. que tu avais masqué ta vraie personne et Ouais. là, elle apparaît comme ça. Et je en fait. pense qu'il y avait quelque chose aussi, comme j'en foutais sur la tronche à tout le monde, les gens ont dû se dire peut-être bien fait, tu vois, un truc comme ça. Mais bon, et ça a été le début de je vais m'en aller. En fait, je vais arrêter de me faire humilier comme ça suffit maintenant. Ça s'appelait le conseil de classe. Je me souviens déjà, tu vois, le blaze du truc. Et encore une fois, c'est pas grave, j'avais qu'à partir avant, tu vois, mais tu te rends pas compte quand t'es là-dedans, tu sais, c'est une quotidienne, t'es dans une espèce de machine, puis tu gagnes de l'argent. Hein. Bien sûr. Tu vois, c'est cool, Ça, hein. Tu fous pas grand-chose, tu gagnes des sous, c'est confortable, t'as plein de privilèges. Je le concède, hein, tu vois. Mais là, je dis, bah, attends, je me souviens de ma mère qui m'a dit, on s'arrête quand, là? Oh, wow. Non, mais qui m'a appelé. Elle voit sa fille, si tu veux, en train de se faire, mais piétiner, je peux pas te dire mieux. Surtout, non, mais elle m'a dit, c'est bon, là? T'en as eu assez ou comment ça se passe, tu vois? Quand est-ce que tu vas être celle que nous, on connaît et voilà. T'en as parlé avec les gens de l'émission ou pas du tout? Avec Ouais. Cyril Hanouna Et tout ça, j'ai eu des précieux soutiens, bien sûr. Ouais. Thierry Moreau, Jean-Luc Lemoyne, toujours les mêmes, hein, qui sont des gens extrêmement sains et bienveillants, mais très peu finalement que eux deux, et qui ont subi aussi eux-mêmes la même chose et qui sont partis aussi. Et est-ce que tu as déjà eu des bad buzz, Oui. des polémiques et tout? Comment tu gères dans ces cas-là? J'ai même pas envie de revenir là-dessus, c'est le truc de Pharrell Williams et tout, mais c'était il y a 15 ans et Ah tout. ouais. Tu vois, mais pareil, enfin, pour en revenir 2 secondes, c'est que l'interview était certes mauvaise, mais on m'a pas reproché ça, on m'a reproché ma position sur le canapé. 2 semaines après, Mouloud fait la même interview affalée sur un canapé, personne ne lui dit rien. Bref. Là, maintenant, avec du recul, c'est marrant parce que tout le monde me dit « Ah là là, ma pauvre, ah, t'avais raison et tout. » Et c'est passé 15 ans entre les deux. Et moi, j'ai pris le premier shitstorm sur les réseaux. La première fois que ça existait. Puisque Ardisson, à l'époque, est venu à mon secours, Ariel Wiesman, etc. Non, mais les vieux de la vieille, de Radio Nova, Ali Badou aussi, ouais. qui m'a aussi sauvé la mise en m'invitant pour essayer de dire « Non, mais attendez les gars, de quoi on parle ?» Enfin, mais ça a été hyper violent. Là, vraiment...
C'était le début des réseaux sociaux, tu vois, tu te fais insulter de gens que tu connais pas, c'est comme un délire, tu vois. Ça, j'ai vraiment perdu quelques plumes dans la bataille. Ça laisse des traces. Hein. Ouais. Ça m'a vachement fragilisée pour la suite. Et après, je me suis juré de plus jamais regarder les commentaires sur le réseau. C'est souvent c'est quelque chose. Ouais, c'est clair. Alors là, ma chérie, c'est très dévastateur. Je suis tellement avec toi. Merci, je compatis aussi. C'est dur. Hein. Ouais, c'est violent. Parce que les gens pensent que ça glisse, mais ça glisse. En fait, ça glisse parfois. Mais il y a notre vraie vie aussi. C'est ça, je pense que même ton inconscient est marqué, en fait, même si tu ne le reconnais pas. Personne ne peut encaisser ça. On n'est pas censé recevoir. On n'est pas censé, voilà. Donc, l'anonymat aide beaucoup à faire exister les salauds, quoi. C'est clair. Alors, on va parler de la manière dont tu prends la parole, notamment avec ton documentaire. Et avant ça, je vous invite, si vous voulez creuser la question de la prise de parole au-delà de cet épisode, sachez que l'École Word est le programme d'accompagnement que j'ai conçu. Vous pouvez réserver un appel pour en discuter. Le lien est en description. Alors, Enora, on a évoqué en introduction le documentaire que tu as co-réalisé, qui s'appelle « Pourquoi t'as pas d'enfant ?» Quelle est la genèse de ce film ? En fait, quand j'ai su que j'avais de l'endométriose, très rapidement s'est posé la question de la maternité. Moi, j'avais un rapport assez léger avec ça. Je voulais des enfants dans l'idée, mais je n'étais pas du tout obsédée par ça. Et à partir du moment où on te dit que ça va être compliqué, là, forcément, on bascule dans l'obsession. J'ai tout tenté jusqu'à épuisement physique et mental. J'ai fait beaucoup d'arrêts naturels de grossesse. Je dis plus fausse couche parce qu'il n'y a rien de faux là-dedans. Voilà, rien n'a fonctionné, grosso. Hein, mais moi, cette question-là, de pourquoi t'as pas d'enfant, donc c'est quelque chose qu'on me posait régulièrement. Comme ça. Oui. Alors c'est pas malveillant, mais c'est mystérieux. En tout cas, c'est un peu intrusif. Alors pour les femmes comme moi qui n'ont pas pu en avoir, ça réveille des parcours de souffrance que parfois tu es obligé de re-raconter, donc de retraverser. Donc c'est pas agréable. Et pour celles qui n'en ont jamais voulu, ça leur demande de se justifier. Bon. Et en plus, c'est une question qu'on pose moins aux hommes. Et puis d'un coup, t'as pas d'enfant, il y a une espèce d'imagerie un peu... t'es forcément un peu bizarre, t'es forcément très carriériste, en tout cas t'es égoïste, en tout cas il y a quelque chose qui cloche. Bon. Donc voilà, ça c'est une question, en tout cas c'est un sujet de documentaire que je portais depuis 10 ans, j'ai été voir tout le monde pendant 7 ans, personne ne voulait entendre parler de ce documentaire. On me disait que c'était un sujet de gonzesse, que c'était trop niche, ceci, cela. Bah écoute, ils ont eu le nez creux puisqu'on a fait un record d'audience. Donc, comme quoi. Alors c'était peut-être aussi le bon moment pour l'aborder. Mais moi, ça fait vraiment 7 ans que je parle de ça, que je crie notre invisibilisation. Et en plus, cette injonction qu'on a de faire des enfants, elle étant, tu le sais, parce que tu as aussi écrit là-dessus, mieux que moi, c'est une injonction qu'on a jusqu'au plus haut niveau de l'État. Alors, on le sait, on est dans un pays avec une politique nataliste très présente et tout. Mais là, en plus, le champ lexical qu'a choisi Macron, réarmement démographique, belliqueux, patriarcal, le mec, il n'a pas d'enfant. Mais c'est ça. Lui, il est vraiment magique. Mais franchement, c'est mon préféré. Occupe-toi d'abord peut-être de ta descendance. Quoi. Et puis, il faudrait aussi, pour enjoindre nos camarades à pondre, faire en sorte que ce pays puisse accueillir les enfants tant désirés par l'État. Or, on le sait, ça va pas fort. Non, pas du tout. Et puis, c'est vrai que moi, je fais partie de ces gens qui veulent pas d'enfants et j'ai pas de raison, en fait. J'ai pas envie, en fait. T'as pas à en donner. Ouais, c'est ça. Mais t'as l'impression que tu dois même formuler une argumentation pour qu'on comprenne, en fait, pour quelle raison quelque chose d'aussi logique devrait survenir. Et ce qui est intéressant avec le gouvernement, dans ton documentaire, t'as interrogé Françoise Vergès sur la manière, donc qui est politologue, sur la manière dont les femmes avaient été stérilisées à La Réunion au début des années 70, alors que l'avortement était interdit. Elles avaient été stérilisées et avortées à leur insu, alors que l'avortement était interdit en France hexagonale. Et c'est intéressant parce qu'au moment où Emmanuel Macron a incité au réarmement démographique, je sais qu'à Mayotte, il y avait des politiques d'incitation à la baisse de la natalité, à la stérilisation, etc. Donc, c'est toujours paradoxal. C'est quels enfants on veut, en fait. On veut des enfants européens, de préférence blancs. Blancs, oui. Et pas, voilà, c'est ça. Et pas des enfants des Outre-mer, pas d'immigrés. Et pour les femmes noires, l'injonction est pire. Exactement. Quand t'es une femme noire, t'es la maman. Tu vois, c'est vraiment... T'es la nounou, t'es la maman et tout. Quand t'as pas de gosse, c'est genre à quoi tu sers, quoi. Border raciste. Exactement. C'est vraiment l'image de la maternité. Sinon, quoi. Et donc oui, moi c'était important de traiter tout ça. Alors moi, parce j'avais très peu de temps dans ce documentaire, c'est des petites portes que j'ai ouvertes, tu vois. C'est comme, je suis très fière d'avoir aussi questionné le désir de maternité chez les femmes trans, parce que là, pour le coup, elles ont même pas le choix. C'est la société qui décide pour elles, ça sera non.
Alors moi, je suis pas non plus la plus grande des journalistes, hein. C'est quand même fou que ce soit quand même la pauvre Enora Malagré qui se mette à appuyer sur ce bouton-là. Donc j'encourage mes amis journalistes beaucoup plus capés et intelligents à s'emparer de ce sujet parce que je trouve que c'est hyper important Ouais. aussi. Elles font aussi partie de la société, nos sœurs trans. Mais c'est pour ça que c'était bien que ton documentaire parte de toi et inclut plusieurs voix, les femmes qui en ont voulu, qui n'ont pas pu, les femmes qui ne voulaient pas, pour des Oui, différentes... parce que l'injonction est la même, comme tu le Exactement. sais. Et puis, en plus, moi, dans ma quête personnelle, je démarre avec donc des femmes qui, comme moi, n'ont pas pu avoir d'enfants, mais je suis un peu finalement réparée par celles qui n'en ont jamais voulu et qui ont une parole d'Amazon affranchie, merveilleuse, et qui me disent, mais enfin, moi, Mireille Dumas qui me dit, j'ai peur de finir seule avec mes chats, que personne ne vienne me voir à l'EHPAD. Elle me dit, tu fais des enfants pour qu'on vienne te visiter, toi? C'est génial. Bah non. Enfin, je veux dire, tout ça m'a secouée. Et du coup, m'a fait économiser les séances de psy. Non, mais c'est clair que cette idée selon laquelle tes enfants devraient s'occuper de toi, c'est hyper utilitariste en fait. On parle d'égoïsme, mais tu dis, mais c'est pas égoïste de produire des gens qui vont prendre soin de toi. Et en plus, ce que disent les gens qui s'occupent des EHPAD, c'est que les parents sont souvent très seuls en fait. Mais hyper seuls. Ouais, c'est pas... Non, c'est ce qu'il faut, je pense, c'est ce que tu fais aussi, c'est d'inverser la question. Pourquoi est-ce qu'on fait des enfants aujourd'hui? Dans le contexte écolo, politico, pourquoi? Quelle fonction? Quelle fonction Ouais. et pourquoi? Qu'est-ce que ça a? Puis après, je pense qu'il y a une dimension toujours un petit peu narcissique et c'est pas anormal, mais... Oui, et tout va bien. C'est pas grave, mais il faut l'assumer aussi. Il faut pas nous traiter assumons- d'égoïstes si vous voulez faire des petits vous. Et C'est ne vous ça, dites pas le qu'il y a pas prolongement de sa propre personne, Exactement, pourquoi pas? C'est ça. Mais es-tu sûre de ne pas trimballer aussi tes traumas, de ne pas transmettre tes traumas et tout? En tout cas, ce qui est chouette, c'est que grâce à des femmes comme toi ou nous toutes, en fait, c'est d'ouvrir le débat. Il ne s'agit pas de juger les unes et les autres, mais c'est d'en parler ensemble. Et surtout, cette petite question qui paraît anodine, pourquoi t'as pas d'enfant, comme celle aussi, pourquoi t'adoptes pas? Qu'on m'a posé 100 000 fois juste après, pourquoi t'as pas d'enfant? Parce qu'on n'adopte pas comme on achète un pack de lait, surtout clair. en France en plus. Ah ouais. Mais en fait, non. Bah oui. Enfin, je veux dire, non. Voilà. Et tout cela n'est pas malveillant, encore une fois, mais c'est chouette de pouvoir en discuter. C'est un peu, on s'éduque les uns les autres, en fait. Et puis, c'est cool. Tu trouves pas que c'est déshumanisant aussi par rapport aux enfants de dire t'adoptes comme si c'était un truc que tu pouvais Si, bien sûr. auquel tu pouvais accéder l'adoption, c'est un processus hyper compliqué, traumatisant des deux côtés. L'enfant, faut vraiment. C'est pas léger en fait. C'est ça. Les gens, et puis on sent que c'est une question qui est posée par des gens qui n'ont aucune idée de ce que c'est que le processus d'adoption, qui est long, qui est semé d'embûches, où tu peux te mettre dans un processus, attendre des années et pour que ça échoue. Exactement. Et moi personnellement, je ne me sentais pas capable de quelque autre échec que ce soit. J'en avais trop bavé, j'étais vidée de ma substance, mais vraiment. Donc pas possible. Et puis en fait, c'était pas mon endroit, mais il m'a fallu des années pour le comprendre. En fait, je pense que ça n'a jamais été mon endroit d'être mère. Je pense que c'était pas du tout mon destin. Mais t'étais conditionnée. Mais complètement. Et en fait, maintenant que j'ai réfléchi, etc., quand je regarde ma vie, mais je crois qu'à aucun moment il y avait de la place pour un enfant. Et je crois même pas que l'envie était si profonde. Je crois qu'elle est venue parce qu'on m'a dit tu peux pas, et comme une enfant gâtée, tu veux ce que tu ne peux pas avoir. Mais je crois qu'en fait c'est ça et je crois que je suis tellement contente d'avoir réussi à réfléchir sur cette question. Finalement, il y a eu 10 ans de souffrance, mais je me sens très chanceuse de m'être remis en question sur ce sujet. C'est pas donné à tout le monde. C'est vrai. C'est souvent quand tu veux pas d'enfant que tu réfléchis beaucoup. En fait, parce que t'es obligé, alors que quand t'en veux, tu vas dans ton couloir de nage, c'est ça, exactement. Tu te laisses porter par le flot. C'est ça. Tu dis la peur du temps, ça va. Mais voilà, si ça va pas, c'est dommage parce que tu peux pas les rendre. Non. Là, t'as une responsabilité à vie, donc. Alors toi, ta carrière, elle est vraiment devenue très mainstream quand t'es devenue très connue, très très visible. Aujourd'hui, t'es encore visible, mais dans d'autres créneaux. Comment tu transitionnes en fait entre cette hyper visibilité et une notoriété vraiment énorme et une visibilité qui s'inscrit dans des tuyaux, des canaux différents? Mais je crois que ça, c'est mon côté, en fait, un peu Radio Nova, j'en sais rien. Déjà parce que je calcule rien. Si tu regardes ma carrière, comme ça, de loin, t'as l'impression que c'est n'importe quoi. Mais en fait, non. Tout est un peu cohérent, en vrai. Parce que Jean-François Bizot, avant de mourir, m'avait dit, moi, j'ai pas fait d'études, etc. Je complexe vachement. J'ai toujours l'impression d'être débile. Et en fait, il m'avait dit, tu sais, une femme comme toi, tu seras populaire.
Moi, je le prenais mal à l'époque. Il me dit, tu seras populaire. Il m'a dit, en fait, va parler de Larry Clark ou je sais pas, ou de Jean-Michel Basquiat sur une radio comme Énergie. Le faire sur Nova, finalement, c'est un entre-soi, c'est assez évident. Mais va essayer de le faire sur des canaux plus mainstream. Alors, attention, je dis pas que j'y suis arrivée, hein. Mais j'ai tenté, par petites touches, dans un milieu voilà très populaire, d'avoir un tout petit peu d'exigence, quoi. Et puis parfois j'ai fait aussi des grosses bêtises, j'ai fait des grosses erreurs. Comme tout le monde. Et c'est très cool, Ouais. et je regrette rien du tout. Mais en tout cas, je suis toujours dans des endroits un peu violents, un peu tourbillonnants, mais je trouve, encore une fois, où ma voix compte, qui me permettent en tout cas de parler fort, comme quand j'étais petite. Et elle compte sur des sujets particuliers. Enfin, tu vois, tu es une porte-voix de la question de la lutte contre l'endométriose, sur la question effectivement des femmes qui n'ont pas d'enfants, de leur reconnaissance sociale. Est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, tu as un nouveau rôle, une nouvelle mission dans l'espace public? Oh non, non, non. Non, non, mais je sais pas toi, mais moi je le fais pas pour ça, je le fais parce que c'est plus, en fait c'est en moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, déjà t'as une petite notoriété, enfin infime, hein, mais t'en fais pas rien parce que sinon, bah rentre chez toi. Mais parce que moi je viens, comme je te dis, d'un milieu militant activiste. En fait, c'est dans mon ADN en fait. Mais après, je me permettrai pas de parler de sujets que je ne maîtrise pas. Je ne vais pas dans des sphères, tu vois, que je trouve où ça serait de l'opportunisme et tout. En revanche, j'ai appris avec pas mal de mes sœurs de lutte, dont tu fais partie, l'intersectionnalité, etc. J'ai du mal à le dire. Oh la vache! C'est super Mais t'as dur à dire, en compris, fait. Ouais, intersectionnalité. ouais. J'ai beaucoup appris, voilà, voilà, je te dis, de mes sœurs, je trouve que ce qui se passe est quand même très réjouissant, mais je vais pas aller marcher sur les plates-bandes des copines, tu vois? Chacun a ses combats à mener, mais finalement tout se rejoint. Exactement. Par contre, si on a besoin de moi, j'y vais, tu vois? Mais parce que, il y a tant à faire, quoi. Moi, j'imagine pas du tout une vie sans lutte, en fait. Je comprends. Alors, je juge pas du tout, hein, mais je sais pas si c'est mon côté bretonne, j'en sais rien. Mais en fait, moi, ça m'émeut, en fait. Les luttes sociales, je sais pas, c'est dans mon ventre, en fait. J'y peux rien, c'est comme ça. C'est un peu con ce que je dis, non? Je sais Pas du tout, non, non, mais c'est, en fait, c'est, tu vois, t'es une artiste. Donc, je calcule pas, en fait, Ouais, il faut ça fait le partie de faire. ça. Mais tu sais, t'es une artiste et c'est ce que disait quand même Nina Simone, que le rôle des artistes, c'est aussi de faire écho à ce qui se passe autour d'eux. Donc, t'as aussi cette conception de la... Je sais pas si je suis une artiste, mais en tout cas, j'ai une voix publique. mais Moi, il est hors de créatrice. question que j'en fasse rien. Certains diront l'inverse. Je sais qu'il y a des comédiens, des actrices, etc., qui ne veulent pas prendre la parole parce qu'elles estiment que c'est dangereux, etc. Moi, c'est pas moi. Alors, plus que moi, toi, mais on en subit parfois les conséquences. Mais alors, je vais te dire que je m'en fiche dans la mesure où je suis tellement privilégiée. Je veux dire, moi, ça impacte zéro sur ma vie. Ça va piquer 3 secondes et demie. Donc, et encore, je vais te dire un truc, j'en fais pas assez. C'est-à-dire que parce que j'ai ma vie professionnelle, que je dois gagner mon pain et tout. Mais je peux te dire qu'à la retraite, t'es pas prête. On attend, on refera un épisode de retraité. Alors, évidemment, quand tu prends la parole, il y a la question de l'apparence physique. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pensé tout au long de ta carrière et comment tu l'as appréhendé? Ça, t'es forte. Ça, c'est difficile. C'est difficile parce que tout allait bien, je dirais, quand j'étais juste comédienne ou à Radio Nova, je faisais de la radio, j'étais bien dans mon corps et tout. Et la télé a tout flingué. Tout flingué. Tout mon rapport à mon corps, la maladie après. Alors déjà, t'as la télé qui te saucissonne un peu le cerveau, qui te crée un peu de la dysmorphophobie. On t'hyper sexualise. Moi, on me déguisait. Alors je savais pas, comme je suis quand même dans une génération, je me suis dit, ah bah oui, c'est comme ça qu'il faut être à la télé, tout seins dehors. Et pas grave, hein, je m'en fous. Mais je veux dire, C'était moi, pas c'est toi pas non moi. plus, ouais, c'est ça. Tu me connais. En plus, c'est vraiment pas moi du tout dans la vie. Je suis l'inverse de ça. Je vois des images de moi. Je me dis, qui est cette dame avec cette robe en tube, tu vois. Mais je pensais qu'il fallait faire comme ça. Oui. Et comme en même temps, je jouais un rôle, au début, ça me faisait pas trop souffrir. Et puis après, les commentaires viennent, on en revient à ça, parce que nous, on a grandi sans les réseaux sociaux qui sont arrivés. Donc déjà, la télé, ça te flingue. Puis t'es maquillée tout le temps, tous les jours. Donc quand tu te démaquilles chez toi, tu sais plus quel est ton visage. Et puis après, il y a la maladie. Donc là, la maladie, ça c'est autre chose. Les traitements, etc. Donc là, ton corps est très déformé, les arrêts naturels de grossesse, les prises de poids colossales. Je voyais des images de moi où j'ai 15 kilos de plus. Et hop, tu repères. Voilà, c'est pareil. Bon. Comment tu deals avec ça? Surtout quand on te voit tout le temps, en fait. Comment tu deals avec ça, avec les commentaires qui vont avec? Il y a des photos de moi où j'ai vraiment pas loin de 20 kilos de plus. En fait, les gens ne savent pas, mais c'est une période où j'étais enceinte, par exemple.
Et en fait, je perds le bébé 2 mois après. Ah, bah, elle a perdu du poids. Bah, mais tu vas pas le dire ça publiquement, tu vois ce que je veux dire. Mais donc c'est hyper compliqué, hyper compliqué. Ça, je suis pas du tout encore guérie de ça. J'ai un rapport à mon corps qui est désastreux. C'est-à-dire, j'ai du mal à me regarder dans la glace. Je suis parfois très dure avec moi. J'ai du mal à, pardon. J'essaye de me retrouver jolie, de me reconsidérer, mais ça va prendre du temps, je crois. 20 ans de télé 1, plus ça la maladie, déforme, en t'imagines ou fait. pas? C'est vraiment une école, enfin, c'est C'est un peu dur, ouais. Ouais. Mais bon, voilà, après, il y a pire hein, dans la vie, mais ça se travaille. Et aujourd'hui, quand tu dois t'habiller pour être visible publiquement, est-ce que tu Oh réfléchis à des non, choses en maintenant c'est particulier? génial. Alors là, par contre, j'en ai tellement bavé, et puis on m'a tellement. Alors non, non, maintenant je m'en fiche. Je vais à des avant-premières. Enfin, ça fait un peu starlette à la noix, mais je veux dire, on se comprend. Hein. Tu connais ça aussi, tu vois, des trucs de boulot. Je m'en Oui, ça fiche. les amène en public, on Ah sait non, que non, tu seras j'en ai plus photographiée, quoi, rien c'est à faire. ça? Ah ouais, Ouais. ça c'est génial. Alors ça, je pense que c'est aussi l'apanage de l'âge, c'est de se débarrasser aussi de certaines quand même pressions et empêchements qu'on se met et tout. Mais ça a été long, t'as 45 balais, t'imagines? Oh là là. Ouais. Perdez pas de temps les filles, hein. Et les garçons, hein, parce que j'imagine qu'il y a aussi des garçons qui sont stressés par rapport à ça. Mais oh là là. Ouais, la pression est vraiment lourde, hein, pour les Oh femmes. là là, mais moi nous, notre génération, c'était tout sans arrêt, quoi. C'était dur. Ouais, Mais franchement. même ça continue encore. Oui. Moi, alors je regarde plus moi les commentaires, mais je sais bien que à chaque fois, elle a pris, elle a morflé, elle a machin, mais je vous emmerde en fait. Ouais. Si vous saviez par quoi je suis passée, c'est un miracle que j'ai encore cette tête à peu près correcte. Non, T'as pas mais beaucoup tu vois. changé, t'es belle, Enora. Merci, ma chérie. Et du coup, est-ce que tu as un uniforme qui te permet de te sentir à l'aise en toutes circonstances, une tenue comme ça Ouais. Moi, c'est tu sais, le complet Adidas là. Ouais. C'est complètement Ah notre ouais. génération, ça. Ouais, Tu le vois ou j'adore pas moi aussi, celui-là? ouais. Total. Bah ouais. Bah, Ouais. moi, ça, c'est non seulement c'est moi, Ouais. profondément. Ouais. Je trouve ça méga stylé. Ouais. Je trouve que c'est cool à tout âge, tu vois. Et là, quand je suis comme ça, et là, moi, je suis trop heureuse là. D'ailleurs, la première fois que je me suis dit que j'étais vraiment à l'aise avec mon mec, c'est quand je me suis autorisée à mettre ce petit uniforme de la vraie Enora. Waouh, c'est là qu'on te voit telle que tu es. Ouais, et qui m'a dit t'as du flow. J'ai dit, ouais, il est vraiment jeune. Je te jure. Bah là, on va passer à la petite série de questions que j'adore poser. Vas-y. Est-ce qu'il y a un mot que tu adores? Joyeux, je le dis Joyeux, tout le temps, ça ouais. me saoule. C'est mais vrai? j'adore. Ouais, C'est pas si courant, hein? Mais je sais, mais j'arrête pas de dire ça tout le temps. C'est joyeux, c'est joyeux. C'est Je sais super. pas parce que j'adore ce mot et j'adore tout ce que ça signifie. Tu vois, c'est pas la gaieté, c'est pas le bonheur, tu vois. C'est la joie. Tu vois, c'est autre chose. Mais je le dis trop. Mais non, c'est trop bien, j'adore. Est-ce qu'il y a un mot que tu bannirais? Non, non, Ok. franchement, aucun. Aucun. Non, Aucun. si, RN. Alors, deux pas les lettres. Le parti. Est-ce qu'il y a un mot que tu n'as jamais osé dire? Non, malheureusement. Oh là là, j'ai aucune limite. C'est le souci. Est-ce que c'est un souci? C'est ce qui t'a permis aussi de... Peut-être. Ouais. Oh, il y a parfois, j'aurais bien tourné ma langue cette fois dans ma bouche, mais enfin bon. Ouais, non, pas de limite. T'as un tic de langage? Je sais pas. Oui, je dis beaucoup Oui. Ouais, souvent. Mais ça, on le fait beaucoup, les francophones, non? Ouais, Les je crois que c'est Français, très ouais. français, ouais. Mais parfois, je me réécoute, tu vois, et je suis pas loin d'avoir envie de me gifler quand même. Ouais, non, mais... Ouais, des très longs de bretonne, là, c'est avec mon petit fin d'accent, ouais, limite. C'est drôle. Est-ce qu'il y a des gestes que tu fais quand tu parles ou un geste? Oui, moi, je parle beaucoup avec les mains. Ok. Beaucoup avec les mains devant moi et tout. Ça vient de ma mère. Ma mère, elle s'exprime beaucoup avec les mains, elle est toujours très investie, tu vois, vraiment. Ok. Donc, j'ai pris beaucoup ça d'elle, je parle beaucoup des mains. Tu vis tes propos. Ouais, de ouf. Est-ce qu'il y a une citation qui t'accompagne ou te définit? Franchement, c'est pas une citation ni rien, mais je me dis tout le temps, c'est ce que Jean-François Bizot me disait, de n'avoir jamais peur de rien, en fait, de n'être impressionné de rien. Et rien ne m'impressionne. Et ça t'aide dans la vie? Ouais, vraiment. C'est super. J'ai peur de rien du tout, vraiment. C'est trop bien. Ouais, C'est je tellement- peux être angoissée, tu vois, mais j'ai pas de peur. Oui. Bah, c'est hyper précieux. Ouais, de ouf, ça m'a beaucoup aidée. Ouais. Est-ce qu'il y a un discours qui t'a marqué? Oui, c'est le discours d'Annie Girardot au César quand elle a dit que le cinéma lui avait manqué éperdument. Je pense qu'à chaque fois que je le revois, je vois tout chez cette femme. La souffrance, la solitude, Elle était malade, oui. l'oubli de ce métier. Et on y met aussi peut-être l'agisme, tu vois. Complètement. Et moi, ça me fait pleurer à chaque fois. Ah. Ouais, c'était un retour vraiment émouvant. Émouvant, sublime, cette immense actrice, et puis qui dévoile ce qu'elle ressent dans le fond, quoi.
c'est d'une honnêteté, désarmante, Ouais, quoi. c'est vrai. Non, non, c'est vrai. Effectivement, j'avais oublié ce Mmh. discours, il me revient au moment où Quelle tu en beauté. parles, mais c'était quelle est ta voix préférée en fiction? Ah, en fiction? Ouais. C'est tellement génial comme question. Je vais dire un truc hyper bête, non? Non. Bah, la voix française de Julia Roberts. Mais ouais, très bien, j'adore. Je sais pas, j'aime trop. En fait, quand la voix française, hein, Ouais, ouais, en fait, quand je l'entends, je sais pas, il y a un truc de Madeleine de Proust et tout. j'adore. Bah, C'est trop bien. Une voix connue ou non que tu ne supportes pas? ouais, alors tout ce qui est voix très aiguë. D'accord, Ouais, homme ou femme, hein, OK, ça te tend. ouais, c'est une fréquence qui me va pas du tout. OK, Ouais, ouais, ça peut me d'accord. rendre, je suis limite, fait divers. Non, je rigole. La meuf On va quand même très excessive, tu sais? Non, non, toujours mais dans la mesure. ouais, ouais, toujours et non, mais C'est un ça mot que tu me regrettes, Enora. bah, voilà. Merci, chère Okaya. Est-ce qu'il y a un mot qui t'a blessé? Ouais, on m'a souvent dit quand j'étais jeune que j'étais bête. C'est fou! Ouais, Mais je c'est dirais pas qui, mais incroyable! quelqu'un dans Mais ouais, c'est dans ma famille. c'est d'une violence. Bah, ouais et ça m'a ça a conditionné toute ma vie. Tu as cru? Ouais, bah, oui, c'est ça le pire et j'y crois toujours. Mais non. Donc j'y travaille, hein, Ouais. mais c'est, tu vois, le syndrome de Mmh. l'imposture, c'est quelque chose qui est très répandu, hein, mais moi, ça vient de là, de quelqu'un qui m'a fait beaucoup de mal et qui me répétait beaucoup que j'étais débile et cetera, ce qui fait que j'ai eu à cœur de guérir ça toute ma vie, et d'avoir toujours cette impression d'être la dernière de la classe, mais c'est bon, voilà, c'est comme ça. Donc je lis 2 fois plus, je bosse 2 fois plus, je suis obsédée par le fait de pas vouloir être, celle qui est à la traîne intellectuellement. C'est dingo, ça m'a bousillé le cerveau. Mais tu vois, c'est marrant, parce que même quand on échangeait tout à l'heure, tu prenais beaucoup de précautions à chaque fois que tu parlais de quelque chose que tu avais fait, Bon, bah, par tu rapport vois, aux je m'en remets journalistes, pas tu vois? bah, ouais. Si tout le temps de dire qu'il y a d'autres journalistes qui sont plus, compétentes que toi pour faire tel ou tel enfin, tu vois, tu le fais énormément. Ah bah, voilà. Ouais. Bah, ça vient de cette personne-là. Ah bah, merci. C'est fou, non, mais c'est tu Ouais, vois? ça Et on se t'accompagne toute ta trimballe vie, quand ouais. même ces névroses des Ouais, années, hein. ouais. Et ça va un peu mieux, hein, Mmh. parce que maintenant ça va, j'ai 20 ans de carrière, j'ai pas rien fait, tu vois? Mmh. Mais quand même, Mmh. tu vois? Je m'en rends même pas Mmh. compte. C'est Tu l'as fait plusieurs fois, ouais. ouais. Est-ce qu'il y a un mot Tu qui me t'a diras combien je te libérée? dois Je t'en prie. pour la séance? Oh le truc. Est-ce qu'il y a un mot qui t'a libérée? Hem, un mot qui m'a libérée, oui, alors, oui, tu sais quoi? Merci. Quand on me dit merci, souvent les femmes qui ont de l'endométriose, hein, ou ces derniers temps, mais depuis quelques années maintenant, ah là là, bah, c'est toujours ce truc, tu sais, d'avoir l'impression d'être enfin un peu utile, Mmh. quoi. Moi, ça me touche vraiment, quoi. Je lis Mmh. tous les messages que je reçois sur les réseaux sociaux, je prends du temps avec les gens dans la je suis pas Madonna, hein, mais je veux dire, je qui me disent merci. Déjà, je trouve c'est fou d'oser Mmh. me dire merci, tu Mmh. vois? Parce que je suis quand même pas non plus, voilà, mais Tu vois? oui, mais là, pour le coup, c'est vrai, tu vois? Mais je Oui, veux mais dire tu leur as fait du bien. ouais et bah, ça, je je suis hyper reconnaissante Mmh. et ça m'aide vachement, Mmh. pour Ah, le coup, tu vois? ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'il y a une phrase que tu te répètes avant d'agir? Bah, non, c'est bien le problème. C'est bien le souci. Je réfléchis après. C'est bien le voilà, donc C'est spontané. ouais, donc non, il faudrait que je réfléchisse à une phrase. La prochaine fois que je viendrai te OK. voir, j'en trouverai une. Est-ce qu'il y a une insulte que tu trouves belle ou drôle? Quelle conne. Non, non, franchement, il y a pas d'insulte belle ou drôle. Non. Est-ce qu'il y a un mot que tu ajouterais au dictionnaire? Que j'ajouterais au Ouais, dictionnaire? ouais. Rocailla. Oh, c'est trop gentil. Merci. Notre fée. C'est trop mignon. Est-ce qu'il y a une voix qui t'impressionne? Ouais, bah, il y en a plusieurs, hein. Bah, tu en fais partie, non, mais c'est vrai, bah, moi, j'ai pas mal, Sarah Durocher aussi du Planning Oui, Planning Familial, c'est une voix Familial, qui ouais. m'impressionne, Ouais, elle est incroyable. bah, tu vois, il y en a plusieurs, Aïssa Maïga, elle m'impressionne, hem, qui d'autre? Ah, j'en ai pas mal. Anne Bouvier, c'est une femme aussi qui m'impressionne, bah, c'est que des femmes, il y a aussi des hommes, hein, Oui. non, ça me vient pas là. Je plaisante, hein, je plaisante. Non, non, mais oui, oui, il y a beaucoup de voix qui m'impressionnent et dont je m'inspire grandement et elles sont vivantes en plus, donc il faut en profiter. Et dans la même veine, est-ce qu'il y a une voix qui t'a formée? Ah oui, oui, Fadia Dimerji dont je parlais tout à l'heure, Oui. qui a cofondé Radio Nova, Oui. elle m'a tout appris. Elle m'a emmenée voir mes premières expos, je me souviens cette première claque de Nan Goldin, grande photographe, qui a vraiment, changé mon œil. Elle a été m'emmener voir aussi l'exposition sur Louise Bourgeois. Elle m'a mis dans les mains des ouvrages qui ont changé ma vie, sur l'underground, sur la contre-culture, sur la sono mondiale.
elle m'a formée, quoi. Il y a eu ma mère, bien sûr, mais je veux dire, on écoute moins sa mère, quoi. Mais non, Fadia, je lui dois tout. L'activisme, le militantisme, la droiture, la fidélité, dans le travail, en amitié, tout. Elle me manque profondément. On pense fort à elle. Merci beaucoup, Enora. Merci, Rokhaya. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Merci. Donc, ton documentaire, il est toujours sur la plateforme France.tv. S'appelle Pourquoi t'as pas d'enfant. Tu l'as co-réalisé avec Chloé Garel. En bonne voie, le podcast est disponible en audio sur toutes les plateformes et en vidéo sur YouTube. Cherchez En bonne voie avec un X et pensez à vous abonner, s'il vous plaît. L'école Word est ouverte à tous et à toutes. Toutes les infos sont dans le lien en description ou sur le compte Insta @écoleword. Vous pouvez laisser des notes aussi sur le podcast, s'il vous plaît. Laissez 5 étoiles, c'est toujours mieux. Bah, c'est le minimum. Voilà, Pardon, voilà, quoi. En dessous, on Qu'est-ce qu'il y a, En fait, quoi. on n'accepte pas. Bah non. Enfin, de quoi on parle. Et des commentaires le plus élogieux possible. Ça nous aidera à favoriser le référencement. Donc l'enregistrement s'est déroulé au Solo Théâtre, que je remercie chaleureusement. Merci aussi à l'équipe, la réalisation qui est l'œuvre de Louis Descartiers et la réalisation sonore qui est l'œuvre d'Osama Ezaz. Je vous retrouve très très prochainement pour explorer une nouvelle voie. Merci beaucoup, Enora. Merci.